Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous partons sur les traces du premier smartphone africain et nous posons la question de la libéralisation commerciale du continent. Où en est-on? Mais tout de suite, voici les titres. Un smartphone entièrement adapté aux réalités de l'Afrique, c'est Kounfabo, une nouvelle marque créée par une jeune entrepreneuse guinéenne. Le but de Kounfabo, au final, c'est de pouvoir faire de vrais Made in Africa, c'est-à-dire monter une usine d'assemblage sur le sol africain en Guinée et également créer de la richesse. C'est le but, c'est notre objectif à moyen et long terme. Retour sur la gestion des fonds Covid. Des audits confirment des dérives dans plusieurs pays comme le Cameroun. Je pense que cet argent est venu pour un besoin nécessaire au profit de la population entière, compte tenu de cette pandémie. À Paris, les food trucks qui servent les plats à manger sur le pouce ont le vent en poupe. Déclinaison africaine avec le Black Spoon, le premier camion-restaurant dédié à la cuisine du continent. Les différents plats que nous proposons chez Black Spoon, c'est les grands classiques. Donc on va parler du mafé, donc une sauce à base d'arachide, le poulet yassa, une sauce aux oignons relevée au citron avec du blanc de poulet. Elle est l'une des rares femmes africaines à avoir conçu un smartphone. Juriste à la base, la Guinéenne Fadima Diawara est aujourd'hui à la tête de sa propre marque de téléphone. C'est le smartphone Kounfabo qui veut dire être en contact en langue malinké. La jeune entrepreneuse trentenaire rêve maintenant de conquérir le marché africain avec un appareil qui prenne vraiment en compte les réalités du continent. Notre correspondant Sayon Kourma l'a rencontré à Conakry. C'est une randonnée qui est loin d'être une promenade de santé pour Fadima Diawara. La conceptrice de la marque de téléphone Kounfabo peaufine les derniers réglages du F99 Pro, le tout nouveau modèle de son smartphone. Dans ce téléphone, Fadima nous montre une Afrique en miniature à travers les applications qui y sont installées. Dans ce nouveau modèle, nous retrouvons par exemple la nouvelle version d'AfroCook. AfroCook, une application qui nous fait voyager à travers la gastronomie africaine. Ce que nous voulons proposer à l'utilisateur africain, c'est de le rassurer, de le mettre au centre de notre marque et de l'accompagner dans sa vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons développé ces applications de recettes africaines pour faire connaître l'art culinaire africain et donner plus de contenu de qualité à nos utilisateurs. On veut faire quelque chose qui ressemble aux Africains et avec laquelle nous nous identifions. Donc Kounfabo est vraiment né dans ce but. C'est une marque africaine. Déjà, le nom, ça signifie être en contact, avoir des nouvelles, attirer ta curiosité. Et également parce que c'est fait par des Africains pour des Africains. Ce smartphone met aussi sa technologie au service de la santé avec l'application Find Me qui permet de géolocaliser les centres de santé, hôpitaux et pharmacies les plus proches. Dicalo, un réseau social 100% africain conçu par un Camerounais, est également disponible dans ce téléphone, déjà certifié par les normes internationales. J'étais vraiment ébloui de voir toutes ces applications dans un téléphone. D'ailleurs, un téléphone conçu par une Guinéenne et qui répond à l'attente des Africains et même qui accompagne le consommateur africain dans sa vie quotidienne. C'est vraiment un pas de plus pour la technologie en Guinée et en Afrique tout entière. Pour mettre au point ces téléphones, Fadima, qui a fait des études de droit en Guinée, a dû se former au digital et en management des affaires à Gérone en Espagne. Passionnée de la technologie, elle intègre plus tard une multinationale en Catalogne avant d'en démissionner pour lancer sa marque de téléphone. Avec l'aide de Business Angel, elle investit au départ plus de 100 000 €. Faute de moyens pour installer son usine en Afrique, elle trouve des partenaires en Asie qui confectionnent les composantes du téléphone et les assemblent en Chine. Le tout coordonné à partir de l'Afrique grâce au concours des jeunes ingénieurs du continent. Nous nous occupons du côté design, du côté software et hardware. Nous avons une équipe d'ingénieurs
des développeurs, tous des jeunes Africains qui travaillent ensemble, qui se partagent des idées et qui ressortent cette créativité à travers nos applications. Parce que le but de Confabo, au final, c'est de pouvoir faire du vrai Made in Africa, c'est-à-dire monter une usine d'assemblage sur le sol africain, en Guinée, créer de la valeur, former les jeunes au métier des nouvelles technologies et également créer de la richesse. C'est le but, c'est notre objectif à moyen et long terme. En attendant, elle a trouvé des perspectives pour certains jeunes Guinéens, à l'image de l'entreprise de cette jeune dame qui s'occupe de la réparation de ses téléphones. La dame Fadima, elle a fait innovation. Le partenariat qu'on a pu signer, en fait, dès que le téléphone Confabo est gâté, le client peut venir chez nous directement, on fait la réparation. Elle a envoyé toutes les pièces de rechange, ce sont des pièces d'origine, donc on fait la réparation pour le client, sans que le client ne passe assez de temps pour chercher où est-ce qu'il peut réparer, où est-ce qu'il peut avoir une pièce de rechange d'origine. Parce que vraiment, c'est des bonnes pièces qu'elle envoie. Officiellement lancé en janvier 2020, Confabo n'est disponible à date qu'en Guinée. Mais grâce aux ventes en ligne, tous les pays africains peuvent avoir accès à ces smartphones. Et vu la forte demande sur le marché, Fadima est en train de développer une politique appelée ambassadeur. L'idée est de pouvoir couvrir d'autres pays en Afrique. Mais pour y arriver, il faut l'accompagnement des pouvoirs publics, mais aussi trouver des investisseurs. Or, actuellement à Conakry, elle ne peut compter que sur le soutien moral. Et pour moi, c'est vraiment une réelle fierté que ce soit une Guinéenne qui aujourd'hui évolue dans ce secteur des nouvelles technologies, mais en plus dans tout ce qui est téléphonie mobile et qu'elle vende la guinéenneté, ensuite l'africanité de son produit. Donc ça, pour moi, c'est très très important et il est important que nous puissions vendre notre image et que nous puissions aussi vendre nos talents comme Fadima l'a fait aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un exemple de réussite. Elle vient juste de commencer et je pense qu'elle ira très loin. Et pour moi, c'est un réel plaisir. Une ambition de l'entrepreneuse guinéenne qui a su susciter l'intérêt de partenaires de taille, à l'image de la société d'assurance Lanala qui assure ses appareils et de la Banque Société Générale qui propose des crédits sans intérêt remboursables sur 6 mois pour tout achat de cette marque de téléphone. Avec plus de 47 000 téléphones vendus depuis 2020, Fadima veut accroître sa production en 2023. 50 000 à 100 000 téléphones par an, c'est l'objectif visé. Et l'entrepreneuse guinéenne prévoit désormais de lever des fonds auprès des partenaires financiers pour matérialiser ce rêve. Ce n'est pas totalement une surprise en ces temps incertains pour l'avenir des startups de crypto-monnaie. La plateforme Paxful vient d'annoncer sa fermeture. La startup était en difficulté en raison de conflits internes et de départ de membres clés de son personnel. Elle encourage maintenant ses plus de 11 millions de clients, une grande partie d'entre eux en Afrique, à transférer leurs comptes. Paxful réalisait l'essentiel de ses activités sur le continent, particulièrement au Nigeria, au Kenya et au Ghana. En Tanzanie, le rapport du contrôleur général Charles Kichere sur l'utilisation des fonds du gouvernement 2021 et 2022 révèle une fois encore d'importantes malversations financières, surtout dans le secteur de la santé et des marchés publics. Les flux d'aide extérieure semblent avoir été trop peu supervisés en Afrique pendant la crise Covid. De l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo, en passant par le Kenya ou l'Ouganda, plusieurs scandales ont été dévoilés. Et notamment en affaires de santé, la population africaine devient beaucoup moins tolérante face aux soupçons de malversation. Il y a 2 ans, notre journaliste Aboubacar Mounchili avait déjà constaté cette réaction au Cameroun. Le pays était alors confronté à un véritable Covid-gate. Et le mois dernier, un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême portant sur l'année 2020 a confirmé que seulement 4 administrations sur plus de 20 départements ministériels pouvaient justifier l'utilisation d'une enveloppe de 76 milliards de francs CFA. Écoutez ce qu'en disaient les Camerounais au moment du scandale. Réseaux sociaux qui s'enflamment, la presse nationale qui trouve un sujet passionnant et qui fait vendre la fête du scandale financier présumé autour de la gestion des fonds du Covid-19 au Cameroun, baptisé Covid-Gate, agite l'opinion et divise même les populations qui, pour certaines, demandent des sanctions pour des coupables.
Il n'y a pas de fumée sans feu, monsieur le journaliste, je vous coupe. Il n'y a pas, pourquoi on ne m'accuse pas moi ou vous-même. Je pense que cet argent est venu pour un besoin nécessaire au profit de la population entière, compte tenu de cette pandémie. Vous ne pouvez pas confondre l'argent qui est destiné à sauver des vies à vos poches. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre gorge. Si ces gars sont coupables, il faut qu'ils payent. Tout est parti du passage de certains membres du gouvernement et gestionnaires des fonds publics devant le tribunal spécial criminel pour audition et surtout de la publication dans les réseaux sociaux de la synthèse d'un document de la Chambre des comptes du Cameroun dans lequel il ressort des incohérences sur la bonne utilisation de 180 milliards de francs CFA au total dans plus d'une vingtaine de départements ministériels. L'institution publique chargée des comptes au Cameroun a été saisie par les hautes autorités du pays suite à une demande de lumière adressée au Cameroun comme aussi à d'autres pays par le FMI, le Fonds monétaire international, sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Lorsque la maladie arrive, tout le monde s'est dit qu'on était dans l'urgence. L'urgence d'acheter les cache-nez, d'acheter les tests, d'acheter ci ou ça. Et beaucoup de gestionnaires ont perdu de vue que c'était de l'argent public. D'autres avaient pensé que comme on était donc dans cette urgence de la maladie, les choses allaient passer tellement vite qu'on n'allait pas se rendre compte de tout ce qu'ils ont fait d'anormal avec cet argent. Mais mal leur en prend aujourd'hui parce qu'ils se rendent bien compte que malgré la peur du Covid-19, il y en a quand même qui sont restés assez lucides. Lorsque le FMI vous donne ces 5 francs, je pense que par expérience, ils auraient dû s'attendre à ce qu'après ils rendent des comptes. Il n'y a pas qu'au Cameroun seul où il semble y avoir des problèmes avec ces fonds. De Nairobi au Kenya, à Lagos au Nigeria voisin, en passant par l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la RDC par exemple, sur facturation et fraude, contrats fictifs ou passés sans respect des règles en la matière, détournement, achat de matériel hospitalier défectueux. La liste est longue. Le même scandale a ébranlé le quotidien et les enquêtes diligentées dans ces différents pays aussi. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont la peau dure. La corruption a fait son lit tellement en Afrique que les gens sont capables de venir voler un cercueil dans un cimetière. On est capable d'aller braquer des gens dans un hôpital pour leur faire les poches. Et c'est un peu dans cette situation, malheureusement, qu'on se retrouve, que les gens se soient permis de s'amuser avec un argent qui devait sauver des vies. Je ne pense pas qu'il y a un autre degré de cynisme que celui-là. En temps normal, on devait être au regret puisque l'Afrique ne fait que reculer en arrière par ses mauvais comportements. Bien gérer ces fonds dans un pays comme le Cameroun aurait pu aider énormément et changer peut-être la donne, soutiennent de nombreuses personnes. Il était question que nous fabriquons la chloroquine, mais on se rend compte qu'il y a un business qui est entré, on fabrique ça à l'extérieur et on vient emballer ici au Cameroun. L'argent a été très mal géré. Parce que quand on dit coronavirus, on doit les familles concernées, surtout quand vous avez un patient vraiment touché, on doit vous assister avec cet argent-là, c'est à ça que ça sert. Corona n'a pas que des inconvénients. Si cet argent avait été bien géré, vous voyez par exemple qu'il a fallu mettre en place des centres spécialisés de prise en charge avec un équipement qui était assez spécifique parce qu'il fallait non seulement des lits, cela allait augmenter le nombre de lits dans nos hôpitaux. Cela allait aussi avec des bonbonnes d'oxygène, avec des kits d'oxygène qui auraient pu permettre à ce que, à la fin de la pandémie, que beaucoup de nos hôpitaux soient pourvus, n'est-ce pas, de ces équipements-là. Maintenant, les médicaments, par exemple l'azithromycine et tout le reste qu'on utilisait, le protocole, si cela avait été fait tel que les bailleurs l'avaient souhaité et que l'argent avait été effectivement destiné à ce pourquoi il a été donné, je pense qu'on aurait plus gagné au moment où Corona allait finir.
Et pour parler de ce futur, éviter que pareil scandale ne se reproduise et quel que soit le domaine sur le continent, de nombreux acteurs, notamment ceux de la société civile, insistent sur la nécessité d'impliquer les populations sur la gestion de la chose publique. Nécessité également de sanctionner les indélicatesses, surtout de veiller sur le choix des hommes appelés à gérer les affaires publiques. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. La Banque mondiale vient d'appeler l'Afrique subsaharienne à abaisser ses tarifs commerciaux. Selon l'institution de Bretton Woods, le recul de ses coûts logistiques de transport est lié à la réglementation, serait la condition d'une reprise de la croissance du commerce international. La sous-région affiche ainsi des coûts qui se montent en moyenne à 130% du tarif appliqué à la marchandise et jusqu'à 250% pour les produits agricoles. Et cela m'amène à ce qui est un thème clé de l'Union africaine cette année, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, 46 listes provisoires de concessions tarifaires ont été soumises par les États membres. Plusieurs outils sont mis en place, par exemple l'initiative de commerce guidé de la ZLECAf pour mettre en relation les entreprises et les États parties intéressés, ou encore le mécanisme de règlement des différends de la ZLECAf. Pour en savoir plus, je suis rejointe depuis Lagos par Otunba Francis Meshioye, président de l'Association nigérienne des fabricants et de l'Association panafricaine des fabricants. Otunba Francis Meshioye, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. De nombreux pays africains ont ratifié leur participation à la ZLECAf. Êtes-vous satisfait des progrès accomplis jusqu'à présent ? Je pense que ce qui est important, c'est que nous pouvons dire que les gouvernements des pays africains se sont engagés à mettre en œuvre et à faire aboutir l'accord de libre-échange africain. En octobre de l'année dernière, nous avons obtenu 44 pays signataires sur 54, soit environ 81,44%. C'est le pourcentage de ceux qui ont signé, qui ont soumis leur instrument de ratification. C'est très intéressant. Cela montre l'engagement. Une autre chose que vous trouverez intéressante et qui vous montrera que nous nous préparons et que nous sommes peut-être inspirés, c'est que l'un des principaux piliers de la mise en œuvre réussie de notre accord a été mis en place en avril dernier, et il s'agit d'un organe de règlement des différends. Cet organe est important parce qu'il y aura des plaintes, des infractions, des choses de ce genre. Il est nécessaire car si vous n'avez pas les outils pour remédier aux problèmes, pour mettre en place des solutions commerciales et régler les différends, cela ne peut pas vraiment commencer. C'est très important. Cela nous indique que nous avançons dans la bonne direction, même s'il reste encore beaucoup à faire et que certaines choses ne sont pas faites correctement. Il faut encourager le commerce africain, qui représente toujours environ 44,4% des exportations africaines totales. La manière d'y parvenir devient donc une autre question que la ZLECAf doit vraiment aborder. Vous avez demandé le soutien de l'Union africaine et du secrétariat de la ZLECAf dans la recherche d'approches stratégiques qui garantiront que le commerce dans le corridor de la ZLECAf stimule le développement inclusif en Afrique grâce à un cadre stratégique. Qu'attendez-vous précisément? À quoi devrait ressembler ce cadre stratégique? L'accord de libre-échange est un domaine très vaste. Il est fondamental. C'est quelque chose qui nécessite vraiment beaucoup de synergie et de stratégie. Il devrait y avoir une approche globale pour que l'intégration continentale devienne une réalité. Nous devons nous efforcer de faciliter les échanges et attirer les investissements sur le continent africain.
Ce faisant, il convient d'examiner la dynamique de ces échanges, ce qui les rendra possibles. C'est de cela que je parle. Il faut examiner les infrastructures et les défis microéconomiques qui existent actuellement et qui entravent la libre circulation des marchandises sur le continent. Il faut y remédier, sinon il sera difficile d'y faire face. Il faut se pencher sur la logistique. Il faut se pencher sur de nombreux aspects, sur la capacité avec laquelle il est possible de transporter des marchandises d'un pays à l'autre. Il faut mettre en place des politiques institutionnelles et des cadres réglementaires solides pour traiter les problèmes et créer un nouvel environnement qui soutiendra les activités commerciales. Si vous faites tout cela, vous devez disposer de ce qui facilitera les échanges avec l'étranger, des éléments qui favoriseront l'afflux d'investissements directs étrangers sur le continent. C'est très important. Tout cela nécessite un cadre dans lequel tout doit être mis en place. Vous mettez les barres sur les T, vous mettez les points sur les I. Cela sera nécessaire pour garantir une mise en œuvre réussie. Sans cela, elle sera imparfaite. Les transactions commerciales interafricaines ne seront pas très efficaces. Otunba Francis Méchoyer, merci d'avoir partagé votre réflexion. Les autorités de la concurrence de la CEMAC ont officialisé le rachat de Guinness Cameroun par le groupe français Castel. Pour rappel, l'accord prévoit la construction de 3 nouvelles lignes de production dans les usines de Yaoundé, Garoua et Bafoussam qui seront dédiées à la bière brune. Les emplois des 400 employés de Guinée-Cameroun seront préservés. En revanche, Castel aurait décidé de se séparer de ses activités meunières sur le continent. Les moulins de Cameroun, du Togo et du Gabon notamment seraient concernés. Et sans transition, place à la bonne cuisine africaine. Black Spoon est le nom du food truck installé par la Sénégalaise Faty Niang au cœur du quartier des affaires parisien de la Défense. Cette jeune femme fait découvrir la gastronomie africaine à bord de son camion-restaurant. Au menu, poulet yassa, mafé, tiep boudienne, brochette d'aloko, pastel au thon, mais aussi grillades et beignets. Autant dire des délices pour parcourir l'Afrique de l'Ouest sans se déplacer. C'est un reportage de Guillaume Durand. Tenez monsieur, un peu de piment? Non, ça va? Non, vous n'êtes pas piment. Bizarre. Donc pour vous, il y a ça aussi. Mafé avec la boisson. Son ambition, faire découvrir la gastronomie africaine au plus grand nombre, avec un concept original, tendance et loin des clichés habituels. Fin 2013, Faty Niang, une jeune femme de 34 ans, originaire du Sénégal, a lancé dans les quartiers d'affaires de la région parisienne le Black Spoon, le premier food truck de nourriture africaine. Moi, je faisais une formation de gestion et création d'entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le concept des food trucks. Donc tout de suite, j'ai voulu l'adapter en version africaine. Dans ces quartiers, justement, on mange de tout. On mange libanais, on mange thaïlandais, on mange chinois, on mange européen, mais on ne mange pas africain. Donc moi, je me suis dit, c'est un peu dommage. Du mardi au samedi, Faty Niang et son équipe trimballent le Black Spoon sur différents sites où amoureux de la gastronomie africaine et gourmands avides de découvertes culinaires peuvent se régaler des saveurs du continent. Les différents plats que nous proposons chez Black Spoon, c'est les grands classiques. Donc on va parler du mafé, donc une sauce à base d'arachide, le poulet yassa, une sauce aux oignons relevée au citron avec du blanc de poulet, ou encore le tiep boudienne, donc le plat national du Sénégal. Donc du riz avec du poisson et des légumes. Ces produits sont principalement issus de l'agriculture biologique grâce à des partenariats avec les sociétés Moriba et Racine, notamment pour les boissons exotiques et l'épicerie fine. La viande est halal et le poisson vient des marchés du quartier Château-Rouge à Paris. Dans le quartier d'affaires de la Défense, où les repas du midi sont souvent pris sur le pouce, le Black Spoon offre un compromis entre fast-food et cuisine de qualité. Depuis les premiers pas du camion ambulant en décembre 2013, le succès est grandissant. Chaque jour, Faty et son équipe font de nouveaux adeptes. J'ai trouvé le repas hyper bon, puis les saveurs sont extrêmement bonnes. Le mafé, ça tient bien au corps, c'est hyper chaleureux comme plat, ça pique bien. J'ai eu plein de sensations dans la bouche et son poulet était extrêmement fin. C'est assez chouette de la part d'une restauration rapide finalement d'avoir autant de subtilité gastronomique. D'autres, au contraire, sont devenus des habitués du Black Spoon. Ils y reviennent presque chaque semaine.
On en avait parlé surtout et c'était des amis qui devaient me faire des plats, ça s'est jamais fait. Et là j'ai eu l'occasion justement pour goûter à tout d'un seul coup, donc non, c'est super pratique. Et le camion qui était juste à côté de mon lieu de travail, donc j'ai essayé, je trouvais ça bon, que c'était une cuisine authentique, peu pimentée, et que c'était sympathique. Aussi bien que si je le faisais moi-même à la maison, au moins. Donc ouais, non, il n'y a aucune déception de ce côté. En goût, c'est très bon, c'est pour ça que je reviens. 2 ans se sont écoulés entre la naissance du concept Black Spoon et son arrivée dans les rues parisiennes. Ce camion ambulant, c'est aussi et avant tout l'histoire d'un projet entrepreneurial. Avec l'aide de Pôle emploi, d'Espace pour entreprendre, de Val-de-Marne Active et d'un prêt bancaire, Fatih Niang a pu débloquer un peu plus de 50 millions de francs CFA, 80 000 euros, pour lancer son entreprise. Et le succès est appelé à grandir davantage encore. On est en train de travailler sur la politique de développement. On aimerait aussi être en dur, donc avoir un restaurant dans Paris ou autour de Paris. Et puis pourquoi pas faire de la livraison aussi, donc on y travaille également. En moyenne, un repas coûte entre 5 et 8 000 francs CFA, soit 8 à 12 euros. Un tarif concurrentiel pour découvrir ce subtil mélange de gastronomie raffinée et de cuisine de rue, pour amener un peu de soleil et de nouveautés dans les assiettes. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le photographe Samuel Njakwa, grand passionné du jazz en Afrique et ailleurs. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.